Vous écoutez le Libre Journal de la Réaction dirigé par Philippe Ménard, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 10 novembre 2020 de 21h30 à 23h et réalisé par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission uniquement par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Et nous avons ce Libre Journal dirigé ce soir par Philippe Ménard à partir de notre studio virtuel. Bonsoir Philippe. Bonsoir Benoît. Bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans ce Libre Journal de la Réaction. Nous sommes trois ce soir, nous serons tous les trois par téléphone. J'animerai cette émission avec Francis Vanciton. Bonsoir Francis. Bonsoir Philippe. Et nous recevrons tous les deux avec grand plaisir Pierre-Yves Rougeron, qui est un être prodigieusement intelligent et actif, et qui a notamment édité, ou plutôt fait éditer, 2 livres aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Ces 2 livres sont de critique du nationalisme, d'une certaine manière. Le second, dont nous parlerons en dernier, mais qui est très intéressant, est celui de Yoram Hazony, Les vertus du nationalisme. Et le premier, dont nous allons parler immédiatement, est L'Amérique de Trump entre nation et empire, de Paul Gottfried. Pierre-Yves Rougeron, donc bonsoir. Vous êtes président du Cercle Aristote, qui est un think tank souverainiste. Vous dirigez la revue Perspective Libre, et c'est en tant que président du Cercle Aristote et directeur de cette revue, vous êtes aussi éditeur, puisque le Cercle Aristote édite des livres ou les fait éditer, en l'occurrence aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Vous avez été attaché parlementaire pendant plusieurs années, de 2014 à 2019, si je ne m'abuse, et vous étiez en fait attaché à plusieurs commissions qui ont toutes un sens, et c'est pour ça que je les cite ce soir: la commission des affaires étrangères, la commission de la défense et la commission technologie et industrie. Tout à fait. Donc ça signifie qu'il y a des commissions à l'Union européenne qui ne sont pas n'importe quoi? Alors, ça signifie que ces commissions, vraisemblablement, aboutissent à faire n'importe quoi, mais qu'elle est remplie de gens intelligents qui n'arrivent pas à faire en sorte que l'Union européenne, cet impérialisme qui ne dit pas son nom, réussisse à faire les bons choix. On l'a encore vu il y a très peu de temps sur la manière dont l'Union européenne a décidé et on le verra encore, vous avez raison, de ne pas soutenir l'Arménie. Il y a encore quelques semaines, alors que Erdogan avait déjà donné la pleine mesure de sa folie et de sa méchanceté, l'Union européenne, à travers, ou plutôt l'OTAN d'ailleurs, envoyait un message pour féliciter la Turquie de son anniversaire. On se retrouve aujourd'hui avec vous pour parler de 2 choses. D'une part, l'Amérique de Trump, et d'autre part, du nationalisme. Vous me direz, c'est presque la même chose, mais justement, on va explorer ça. L'Amérique de Trump, donc, vous avez fait éditer, donc, aux éditions Jean-Cyril Godefroy, Paul Gottfried, L'Amérique de Trump entre nation et empire, et c'est un ouvrage qui est paru juste avant la défaite de Donald Trump, enfin la défaite, pour le moment la défaite, puisque les médias et Biden ont décidé de proclamer leur victoire. Bon, on a encore un minuscule espoir que comme pour George Bush, le décompte des voix finira par dire que c'est Trump qui a gagné, mais enfin, on y croit à peine. Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, quand cet ouvrage de Paul Gottfried est paru, si j'ose dire, l'affaire était déjà pliée au sens où il avait déjà constaté qu'il y a désormais 2 Amériques absolument irréductibles. D'une part, l'Amérique de Trump, et d'autre part, l'Amérique des libéraux au sens anglo-saxon du terme, autrement dit l'Amérique des gauchistes, l'Amérique des indigénistes, l'Amérique des socialistes, et que cette Amérique de Roosevelt, d'une certaine manière, triomphe d'une manière absolument stupéfiante. Alors j'ai fait comme tous les mauvais journalistes, j'ai commencé par lire l'introduction puis la conclusion, et je n'ai pas lu ce qui est au milieu, mais je vous fais confiance. Et je voudrais citer un extrait qui me paraît tout à fait juste dans la manière dont Gottfried oppose 2 Amériques. C'est l'un des points fondamentaux du Trumpisme, au moment où une nouvelle gauche iconoclaste ne propose plus une nouvelle politique, mais une nouvelle anthropologie contre l'homme et la femme, mais pour les genres,
contre l'histoire, mais pour la repentance, contre l'identité, sauf pour les non-caucasiens, contre les racines, sauf si elles peuvent se targuer d'avoir souffert et d'exiger des réparations. Trump fait face et derrière lui une partie des Américains. Même s'il est battu, il aura tenté de nous éviter la désunion nationale, il aura voulu éviter la fragmentation qui se prépare et qui pourrait enfanter les États désunis. Pierre-Yves Rougeron, qu'est-ce que vous pensez, vous savez que cette émission a un côté un peu café du commerce, qu'est-ce que vous pensez des élections américaines telles qu'elles viennent de se dérouler? Qu'est-ce que vous pensez de la couverture médiatique? Qu'est-ce que vous pensez du génie politique qu'est Biden? Alors, un certain nombre de points. Premièrement, à l'instant T où nous parlons, le processus constitutionnel n'est pas terminé. C'est-à-dire que d'un point de vue légal, Donald Trump est toujours président des États-Unis jusqu'au 20 janvier, point 1. Que son successeur n'est pas encore, vu que les États et la Cour suprême n'ont rien certifié. Donc, ça serait M. Biden, c'est une possibilité, c'est vrai. Mais pour l'instant, il n'y a rien de certain. Pour une raison qui est très simple, la seule autorité qui est reconnue indiscutablement M. Biden est CNN, filiale du groupe Time Warner. Donc c'est l'équivalent d'une annonce officielle faite par Bugs Bunny, par Sam le Pirate ou par Pépé le Putois. Ça n'a pas de consistance juridique supérieure. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ces élections ont donné, qu'on le veuille ou non, un visage absolument détestable des médias libéraux dans leur haine d'une partie du peuple américain, et ça je parle à l'échelle occidentale. Je vois par exemple des émissions sur France Culture sur les White Stupid Men. Pardonnez-moi, mais c'est le titre tel quel. Je sais qu'à Radio Courtoisie il faut éviter les anglicismes, mais là c'est tel quel. Une au cochon. Si vous voulez, Oui, une série en 4 parties sur France Culture. Tout à fait, une série en 4 parties sur la haine des rednecks et sur la haine de l'américain moyen. Donc c'est très sympathique de jouer avec les frontières des lois dites antiracistes. Donc ça c'est un deuxième point. Un troisième point, ça a été un visage là encore peu sympathique du système électoral américain, c'est-à-dire qu'il y a déjà des contestations à tous les étages, et que si une élection de ce type-là se déroulait en Russie, en Chine, ou dans n'importe quel État, dans n'importe quel pays, ce serait non toléré. Donc, ça c'est les premières constatations. Vous en avez une autre qui est assez simple, qui est que M. Biden, qui n'est jamais quasiment que l'équivalent, pour que nos auditeurs comprennent bien, qui n'est jamais que l'équivalent en termes de carrière d'un Laurent Fabius. C'est une personnalité on ne peut plus terne, qui a fait de la politique toute sa vie, qui a participé à toutes les équipes du Parti démocrate, et entre autres qui a été le vice-président de Barack Obama pendant les 8 ans de Barack Obama, qui est quand même un homme qui a fait la guerre pendant la totalité de son mandat, ce que n'a pas fait Donald Trump, quoi qu'on pense du personnage. Et si vous voulez, la grande leçon là-dedans, c'est que vous pouvez, en atteignant des sommes absolument colossales, puisque les démocrates ont doublé la mise des républicains en termes de dons de campagne, eh bien, même avec ça... On est d'accord, on parle de quasiment 10 milliards de dollars dépensés pour faire élire Biden. Tout à fait. Eh bien, même avec ça, la vague bleue qui devait donner une leçon et humilier une partie du peuple américain n'a pas eu lieu. Donald Trump, quoi qu'on pense de lui, a mobilisé 74 millions d'électeurs, c'est-à-dire le plus haut score d'un homme d'État républicain en ce siècle et au siècle précédent, jusqu'à preuve du contraire, et de surcroît. Et ça, c'est Mitt Romney, personnalité on ne peut plus terne, s'il le faut, du Parti républicain, qui l'a reconnu ce jour, je crois, ou hier au soir. Donald Trump est une personnalité, disons, incontournable du camp républicain. Ça, c'est un État, ce sont des faits, quoi qu'on pense de Donald Trump. Et je pense que c'est le sujet de ce livre, et c'est
en pleine connaissance et en pleine conscience d'une possible défaite de Trump que nous l'avons sorti, pour une raison, c'est que ce livre, plus que de Donald Trump, parle du Trumpisme, c'est-à-dire parle de ce qui va commencer maintenant et qui aura une marque profonde, si ce n'est sur les États-Unis, du moins sur la pensée conservatrice américaine et le Parti républicain. Enfin, le livre va même plus loin, parce que non seulement il explique que Trump est le début de quelque chose, mais qu'il est aussi l'aboutissement d'une logique interne au Parti conservateur. Tout à fait, d'une logique interne au mouvement conservateur et au Parti républicain, en effet. Ce que vous dites très justement à propos de ce livre, et d'ailleurs c'est remarquable de tomber sur une analyse fouillée. Donc voilà, une fois plus, on parle de Paul Gottfried, l'Amérique de Trump, entre nation et empire. C'est un livre qui dit que voilà, au point où on en est, et d'ailleurs tous les commentateurs républicains ou démocrates, américains ou européens le disent, voilà. Avec l'élection telle qu'elle vient de se dérouler, l'Amérique est maintenant composée de deux camps qui se font face, et la victoire ou la défaite de Trump n'y font rien. De toute façon, les démocrates avaient déjà décidé que le pays était divisé et refusé qu'il soit réuni. Ce n'est pas la défaite de Trump avec des partisans quelque peu amers et surtout la personnalité flamboyante de Trump, en espérant qu'il pourra continuer à s'exprimer et qu'il ne sera pas jeté en prison pour fraude fiscale et toutes les avanies qu'on imagine bien que les démocrates vont les faire subir. Donc il y a aujourd'hui une Amérique trumpiste, et cette Amérique trumpiste n'est absolument pas l'Amérique conservatrice du Parti républicain des années 80-90. Oui, absolument pas. C'est d'ailleurs ce qu'il faut dire un mot sur qui est Paul Gottfried, pour bien comprendre. Paul Gottfried est ce qu'on appelle un paléoconservateur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient du mouvement conservateur traditionnel, c'est-à-dire celui des années 50, 60, 70. Alors attention, c'est un vieux monsieur, hein. Paul est il y a, disons, un âge vénérable, hein. Il a dépassé les 80 ans. Et il a été conseiller de Richard Nixon, il a été conseiller de Pat Buchanan, donc il a suivi cette tendance du conservatisme américain. C'est un intellectuel de très haut niveau, un philosophe universitaire reconnu, qui, d'ailleurs j'essaye de faire traduire d'autres de ses ouvrages, parce que c'est un homme qui est un continent de pensée, hein. Il a été élève d'Herbert Marcuse, il a fait des duels contre quelqu'un comme Léo Strauss, il a été l'ami des dernières années d'un homme comme Christopher Lasch, bien connu de ceux qui connaissent l'œuvre de Jean-Claude Michéa par exemple, ou de Murray Rothbard pour ceux qui connaissent les libertariens. Donc si vous voulez, c'est pas n'importe qui. Et d'un côté, il y a une profonde honnêteté dans ce livre, parce que cet homme, en vous racontant la défaite du mouvement conservateur traditionnel face à ce mouvement conservateur qui arrive dans les années 80, qui est le mouvement néoconservateur, eh bien en réalité, il vous raconte sa défaite à lui. Et pas uniquement en disant les autres nous ont battus, c'est les autres nous ont battus et nous avons fait des erreurs tactiques et stratégiques qui nous ont amenés à notre défaite. Et d'un côté, Trump, eh bien, c'est une synthèse à la fois de ce qui restait du conservatisme traditionnel, originel, qui était par exemple le conservatisme anti-New Deal ou anti-Roosevelt, et de certaines avancées qu'il faut reconnaître à une part de la pensée néoconservatrice qui a fait beaucoup de mal, particulièrement dans des équipées meurtrières en Irak et ailleurs, mais qui a répondu à des questions que les paléoconservateurs ne voulaient pas répondre sur le rôle de l'État et sur l'unité culturelle de l'Amérique, particulièrement sur la question des minorités et mais la question des Noirs qui a toujours bloqué le mouvement paléoconservateur, à cause de leur anti-étatisme. Je tiens à le dire, pas du tout pour des questions raciales, c'était pour dire si on donne des droits aux minorités, c'est l'État qui va le faire, et nous ne voulons pas que l'État américain fédéral soit fort. Eh bien, le problème, c'est que les paléoconservateurs ont oublié ce qu'était une nation moderne. Moi, j'ai l'habitude de taquiner Paul en lui disant, oui, tu cherches la société parfaite, celle des années 20, des années 1620, de la Virginie des années 1620. Et malheureusement,
même si ce sont des hommes d'une très grande acuité intellectuelle, ils n'ont pas vu le monde changer. D'un certain côté, Trump reprend une partie de leur doctrine, particulièrement dans la méfiance vis-à-vis de l'emploi à tout va de l'option militaire, mais là, lourdement modernisé, et je pense qu'il l'a même pas fait intellectuellement, il l'a fait parce qu'avant tout, c'est un homme d'un flair, d'un pragmatisme politique de tous les instants. Francis Van Citon, par rapport à cette présentation du conservatisme américain, alors c'est vrai que nous, en tant que nationalistes français, il y a un moment donné où les États-Unis ne sont pas en fait l'horizon de notre pensée, loin de là, ne sont pas l'horizon de notre politique étrangère, loin de là, et on a l'impression quand même, vu de France, que démocrates ou libéraux, démocrates ou républicains, libéraux ou conservateurs, les États-Unis ont surtout servi en fait la cause des États-Unis et parfois de la pire des façons et depuis plusieurs dizaines d'années, voire même on pourrait même remonter au XVIIIe siècle parce que l'histoire des compromissions, si j'ose dire, des États-Unis avec les autres puissances, ça date de la manière dont les États-Unis ont foiré en Méditerranée leur reprise en main contre les pirates barbaresques et de là date déjà une certaine compromission et la volonté d'acheter la paix plutôt que de l'obtenir d'une manière diplomatique. Et donc Francis Van Citon, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la pensée conservatrice américaine? Je suis vraiment rassuré, Philippe, que vous terminiez avec une question, parce que vous avez commencé sur une question, et puis je voyais s'accumuler les digressions. Je me suis dit qu'il fallait absolument que j'étale un peu plus de ma culture. Là. Voilà, donc du coup, la Méditerranée du 18e est apparue spontanément, mais laissez-la tomber et voilà. Parler du conservatisme. Voilà, et résultat, en plus, j'ai trouvé le moyen d'oublier votre question. Enfin, la question, elle portait, si je me souviens bien, sur le conservatisme et l'impérialisme. Non, enfin, oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution de la pensée conservatrice? Est-ce qu'il y a véritablement une révolution dans la pensée conservatrice américaine ou pas? De toute façon, il y a une évolution, et c'est d'ailleurs, je suis étonné que Pierre-Yves n'en ait pas parlé. Paul Gottfried fait partie de ceux qui ont lancé, parmi les premiers, l'expression de alt-right, de droite alternative, qui a fait florus sur Internet. Et qui justement a cette volonté de moderniser et de passer outre certains blocages à la fois des paléoconservateurs. Et c'est assez curieux parce que Gottfried est à la fois fidèle quelque part aux engagements de toute une vie et puis en même temps il est le premier à dire il faut mettre un réacteur atomique à notre pensée pour aller de l'avant, mais ils ont aussi dépassé les blocages des néoconservateurs qui ont une nette tendance en fait à la diabolisation, ce qui leur permettait de mettre en place justement ces politiques impérialistes ou de paralyser chez eux. Mais après, ce qui est un peu troublant quand on lit Paul Gottfried, ça fait peut-être partie un peu des sujets d'étonnement pour nous, c'est finalement de vouloir penser tout un ensemble d'avoir tout un ensemble de considérations sur ce qu'est le rôle d'une nation et la place d'une nation, sans s'interroger forcément sur ce qui devrait être un ordre des nations, comment harmoniser des nations entre elles, ou sans faire véritablement référence à une approche philosophique de la constitution de la société. Il y a un côté très libéral dans le sens de l'école philosophique et pas politique américain qui peut être un peu déstabilisant pour nous. Il ne nous parle pas de Barès, on n'a pas du Herder. C'est assez étonnant pour nous. Pierre-Yves Rougeron, du coup, c'est vous qui êtes censé ensuite nous faire honte de notre inculture et nous dire ce qu'il faut que nous pensions. Non, si vous voulez, bien loin de moi, c'est à cette idée. Justement, c'est aussi pour ça, parce que c'est un questionnement qui va se retrouver d'une autre manière dans le Hasoni également. C'est Alors, mais passons si vous voulez, sur l'Amérique trumpienne. Nous avons voulu justement présenter, et c'est pour ça que parmi les auteurs anglo-saxons que mon équipe fait traduire, Paul a une place de choix, de faire traduire cette pensée qui est très peu connue chez nous, avec laquelle nous pouvons entrer en dialogue. J'ai bien dit en dialogue, j'ai pas dit de la suivre. Moi, à titre personnel,
l'élection ou la non-élection de Donald Trump, à titre de Français, de nationaliste français, ça ne change pas en soi les intérêts et les problèmes de mon pays. Là où ça me pose un problème, c'est que, qu'on l'accepte ou non, les positions en politique étrangère de Trump nous laissaient une marge que Biden ne nous laissera pas. Ça, au moins, les siens ont été clairs là-dessus, puisque Joe Biden et la clarté est un sujet un peu compliqué, un peu glissant. Mais il a même déclaré aujourd'hui que l'Amérique était de retour sur la scène mondiale et qu'il s'est déclaré confiant dans sa capacité à restaurer le respect international pour son pays. Oui, mais ça, c'est déjà ce que son conseiller militaire un de ses conseillers militaires avait déclaré à la presse il y a quelques semaines, un peu avant l'élection, qui était de dire l'ordre libéral international, qui est une expression qu'il emprunte à Kissinger et qui veut pas dire grand chose, a besoin du soutien de l'outil militaire américain. À titre personnel, si on voit les grandes avancées en termes de droits de l'homme qu'ont été les campagnes de Libye et de Syrie, qui ont été soit commanditées, soit exécutées par Barack Obama, j'ai des doutes sur la mission civilisatrice de l'Amérique. Et tant qu'à faire, je préfère le rustre ou la brute qui était Donald Trump, ou du moins tel qu'il a été présenté, parce qu'il a au moins économisé un peu de sang. Donc, à titre de nationaliste français, je suis indifférent au choix souverain du peuple américain, mais à titre d'humaniste, je me méfie des démocrates parce que là où ils passent, beaucoup de gens trépassent. Donc, mais ça, c'est une vieille histoire. La gauche française aussi, quand elle sait plus quoi faire, elle fait une bonne guerre. Ça, on a l'habitude. Donc, nous, ce que nous avons voulu, c'est pas du tout faire un ouvrage à la gloire de Trump, c'est essayer de comprendre un pays qui est en train d'évoluer sociologiquement et intellectuellement. Vous avez un parfait pendant de ce livre qui est l'ouvrage de David Tusher qui s'appelle Vers les États des Unis sur l'explosion territoriale de l'Amérique, qui lui a été publié aux éditions Perspectives Libres. Donc nous avons voulu comprendre parce que en tant que nationaliste français, mis à part notre propre nation, il est tout à fait normal que nous ayons une distance vis-à-vis des affaires des autres. La seule chose, c'est que nous avons une obligation plus aiguë que les autres de comprendre. Et c'est pour ça que j'ai fait traduire cet ouvrage. Alors, donc Paul Gottfried, lui, parle de l'Amérique de Trump, et il en parle en disant que il y a quand même maintenant une opposition absolument irréductible, et il constate, en étant presque incapable, si je veux dire, de la rationaliser, la manière dont on a aujourd'hui deux discours totalement antinomiques, et avec surtout cette magnifique invention de la gauche américaine et de la gauche en général, qui est de ne pas vouloir considérer qu'il puisse y avoir un principe de non-contradiction. On est à la fois contre l'identité blanche, mais pour l'identité noire, contre le racisme, mais pour les ethnies opprimées, contre la réalité de la division sexuelle de l'humanité, mais pour la promotion des femmes. Et donc, on se retrouve dans un dialogue de sourds où chaque fois qu'une pensée philosophique essaye de partir du réel, elle échoue. Et donc, et dans son livre, il dénonce d'une certaine manière la façon dont le conservatisme américain, et là, quand on parle de conservateurs américains, c'est un peu comme si on disait que le RPR ou l'UDF étaient des conservateurs, avait fini par dériver en fait vers un gauchisme sociétal. Totalement. Et d'ailleurs, il y a aussi il y a une leçon politique. Et là, pour les maurassiens à différents degrés que nous sommes à cette table virtuelle, il y a une leçon politique sur comment on prend le pouvoir. Parce que les questions de mœurs ont servi aux néoconservateurs et à la presse démocrate. Une alliance que vous revoyez là, aujourd'hui, contre Trump. Parce que quel sont les deux premiers hommes d'État américains à avoir félicité Biden pour ce qui, d'un point de vue technique, n'est pas encore une victoire? Barack Obama, on n'est pas surpris, et George Walker Bush. Étonnant, hein? Pas tant que ça.
Parce que George Walker Bush était le jouet de la frange néoconservatrice du camp républicain. Et comment les néoconservateurs ont pris le pouvoir? Pardon? Il avait lancé notamment cette idée de conservatisme, de compassion. Oui, de compassion. À un moment, il faudrait faire le concours Lépine des idées douteuses. Je me demande combien on gagnerait avec ça. Mais c'est vrai que le conservatisme de compassion qui consiste à ruiner la planète, ça fait un peu penser à comment s'appelle à l'eugénisme généreux ou l'euthanasie de compassion. Enfin, tous ces concepts d'ailleurs qui ont été agités par la gauche et encore la gauche française et encore l'année dernière. Autrement dit, c'est oui, totalement. Mais prenez le cas des questions de mœurs. Les néoconservateurs ne se sont pas embêtés. Quand ils sont arrivés du camp démocrate, parce qu'à la base ils viennent du camp démocrate, pour la plupart d'ailleurs ils viennent du trotskisme, quand ils sont arrivés avec armes et bagages dans le parti républicain, ils ont dû en virer les autorités légitimes. Très simple, ils ont commencé à justement assouplir le discours anthropologique, c'est-à-dire discours sur les mœurs, sur la filiation, etc., ce qui leur a attiré les bonnes grâces de la presse démocrate qui a fait leur publicité en échange, et ensuite ils ont purgé le parti avec des accusations répétées, soit d'antisémitisme, soit de racisme, à l'encontre des anciens conservateurs historiques qui eux avaient été dans l'anti-New Deal, dans l'anti-Roosevelt, etc. Et d'ailleurs, ça a été une opposition personnelle entre Paul Gottfried et Irving Kristol, qui est l'un des pères du néoconservatisme, et qui a été un affrontement personnel, idéologique et par presse interposée d'une rare violence. Donc, en gauchisant le programme sociétal, en libéralisant, au sens anglo-saxon du terme, le programme sociétal, les néoconservateurs ont pris le pouvoir. Et vous voyez un phénomène qui n'est pas totalement parallèle, il faut être très précis, mais qui est en partie quand même observable dans les droites françaises par exemple, où ce sont à la fois les plus occidentalistes, les plus atlantistes, mais également les plus mous du genou sur les questions de filiation, d'héritage culturel et autres, qui ont pris la tête de partis comme l'UMP ou d'autres. C'est un mouvement qui est, disons, parallèle, toute proportion gardée. Voilà. Donc après un Christian Jacob, on peut espérer avoir un Trump français? Contre Christian Jacob, oui. Peut-être, mais en tout cas, pas avec, c'est sûr. En tout cas, ce n'est pas Xavier Bertrand. Je déflore un peu le suspense. Vous allez beaucoup m'en vouloir. Et si je vous ai fait mal à titre personnel, je m'en excuse par anticipation. Non, je ne crois pas que le fait de critiquer Xavier Bertrand soit vraiment un souci. Et je lisais tout à l'heure sur les réseaux sociaux, donc ces véhicules de la haine quand il s'agit de nos idées et ces véhicules de la liberté quand il s'agit d'applaudir Biden, que Biden était un peu comme le Bayrou français, c'est-à-dire un politicien de deuxième ordre n'ayant jamais gouverné et ayant une carrière entièrement politique et étant catholique. Est-ce que vous souscrivez à l'équation Bayrou-Biden? Oui, c'est je me méfie comme de la peste du vichisme du temps de paix qui est le centrisme français. J'emprunte la phrase à Alexandre Sanguinetti. Donc je me méfie de ces gens-là et c'est tout à fait, oui, c'est un parallèle. Moi j'aurais plutôt dit Laurent Fabius pour le côté pseudo-social-démocrate. Mais c'est tout à fait parallèle avec un François Bayrou, oui. Oui, alors, avec le côté catho en plus, oui. Bon, nous sommes en train de recevoir Pierre-Yves. D'abord, vous êtes sur Radio Courtoisie, au cas où vous soyez tombé là par hasard. Nous sommes en train d'enregistrer le Libre Journal en direct, le Libre Journal de la Réaction. Nous recevons avec grand plaisir Pierre-Yves Rougeron, président du Cercle Aristote et directeur de la revue Perspective Libre, qui aussi dirige une collection chez Jean-Cyril Godefroy, où il vient de faire publier 2 ouvrages. Nous étions en train d'évoquer le premier ouvrage.
de Paul Gottfried, donc penseur conservateur américain d'un âge vénérable, nous dit Pierre-Yves Rougeron, c'est-à-dire qu'il a dépassé 80 ans. Je laisse Pierre-Yves être entièrement responsable de la manière dont on est vénérable ou pas passé 80 ans. Et donc Paul Gottfried a écrit L'Amérique de Trump entre nation et empire. On va répondre à une question d'un auditeur et on va quand même regarder un petit peu cette question de la nation et de l'empire puisque ça va nous amener vers le deuxième ouvrage dont on parlera dans la deuxième partie de cette émission. Donc une auditrice nous dit Biden en 91 a diffamé un juriste noir et a essayé de nuire à sa carrière par tous les moyens. Maintenant, le juge Clarence Thomas siège à la Cour suprême et en est l'un des juges très conservateurs. Si le litige électoral finit à la Cour, Biden ne va pas rire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord merci à cette auditrice et qu'est-ce qu'on peut dire sur la manière dont Biden d'une manière générale se débrouille avec les Noirs et deuxième point sur la manière dont la Cour suprême pourrait être l'arbitre suprême de cette élection. Alors sur la question des minorités, il y a une expression américaine qui était rappelée par le journaliste, un excellent journaliste d'ailleurs, qui a fait le tour des États-Unis. On a tiré un ouvrage qui s'appelle Chez Trump, Alexandre Mandel, qui est ce qu'on appelle, pardonnez-moi, c'est un anglicisme, government plantation, c'est-à-dire les plantations du gouvernement, plantation au sens esclavagiste du terme. C'est disons, la manière d'infantiliser principalement les Noirs, mais également les Latino-Américains, qu'a développé le Parti démocrate depuis Lyndon Johnson. Eh bien, Joe Biden est particulièrement pénétré de cette idéologie, je vais vous le prouver rapidement. Il avait décrété d'une phrase pleine d'audace qu'un Noir qui ne votait pas démocrate perdait ses couleurs et donc se blanchissait, puisqu'il ne pouvait pas être un vrai Noir s'il ne votait pas Biden. Je ne suis pas certain. Alors, je ne suis pas certain de la chute en termes humoristiques de la chose, et je ne suis pas certain de l'état de Biden au moment où il l'est prononcé. Mais il l'a dit en effet, ce qui est une phrase d'un racisme absolument grotesque, mais qui trahit la pensée profonde de cet homme-là. Et pour les Latinos, ça doit pas être beaucoup plus reluisant. Ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, on est noir qu'à condition qu'on ait un démocrate fidèle au Parti démocrate, c'est-à-dire, autrement dit, qu'on est soumis à un parti blanc qui est censé vous émanciper. Ah, totalement, la pensée de Biden, elle est là. En fait, c'est que dès que vous c'est la pensée du Parti démocrate. Voilà. C'est la pensée du Parti démocrate. Quand Lyndon Johnson dit aux siens, c'est une phrase qui a eu de multiples témoins, dit qu'il a garanti le vote des Noirs par son action au Parti démocrate pour un siècle, il le dit avec un mépris et un racisme à fleur de peau. Et c'est la culture profonde, mais vous savez, ça s'est appelé SOS Racisme en France, hein. C'est la culture profonde de ces gens-là pour qui, dès qu'une personne fait partie d'une minorité, eh bien, elle est en état de minorité. Elle est mineure quasiment au sens intellectuel et juridique du terme. Et donc, elle a besoin des majeurs, on a appelé ça les grands frères en France, pour pouvoir se mouvoir librement, parce que heureusement qu'elle n'est pas livrée à elle-même, pauvre bête. Donc, c'est ça la pensée profonde de ces gens-là. Alors que Donald Trump, lui, est dans une autre vision qui n'est pas celle du Parti républicain en entier, c'est indiscutable. Mais sa vision à lui, il l'a d'ailleurs expliqué plusieurs fois, qui est de dire le premier respect qu'on a pour les gens des minorités, c'est de leur créer du boulot. Point. Et donc, d'ailleurs, ça a suffisamment bien fonctionné, vu que la seule catégorie qui a moins voté pour Trump sur les dernières présidentielles, c'était les hommes blancs hétérosexuels. Oui, tout à fait. Et ayant un travail. Oui, c'est le petit bourgeois citadin qui a besoin de son ordre moral, et de son Starbucks. Et de son Starbucks. Et de son Starbucks.
en effet. Alors, Donc, dans le livre de Paul Gottfried, il parle des valeurs aussi d'ailleurs, en citant d'ailleurs un ouvrage de Kirk, Décadence et renouveau, Decadence and Renewal in the Higher Learning. Donc les plus grandes leçons de la décadence et du renouveau, c'est ce qui serait une traduction hasardeuse. Et en tout cas, il dit quelque chose sur les valeurs qui est fascinant, parce qu'on voit bien qu'il y a une Amérique des valeurs, qui est l'Amérique démocrate, ou en fait qui est une Amérique utopiste et idéologue, et qu'en face il y a une Amérique de Trump, qui est une Amérique du sens commun, de la réalité, de la pauvreté, du chômage, et où donc on se nourrit moins d'action et d'affirmation identitaire des minorités opprimées que de travail, comme vous veniez de le rappeler. Je cite Gottfried citant Kirk, « Les valeurs sont des roseaux intimes extrêmement fragiles. Pour un homme, les œuvres caritatives constituent une valeur. Pour un autre, fréquenter le bordel est aussi une valeur. Qui peut donc juger quelle valeur est préférable, à moins d'imposer un dogme ?» Alors, et là, on voit bien que cette question du dogme est vraiment au cœur de la gauche mondiale, de la gauche américaine et de la gauche française. Or, un dogme ne consiste pas à favoriser une valeur au détriment d'une autre. Un dogme résulte de la ferme conviction découlant d'un décret de l'autorité. Nul homme n'accepterait de mourir pour le salut des valeurs qu'il favorise, tandis que la croyance dogmatique guide les saints et les héros. Et donc, il conclut, les dogmes naissent de la nécessité inéluctable de disposer d'un noyau de croyances communes en l'Église ou en l'État. L'esprit critique individuel délié des dogmes est insuffisant pour cimenter l'ordre social et moral. Et donc là, on va avoir une Amérique extrêmement dogmatique qui va battre en brèche, en fait, une autre Amérique nettement moins dogmatique, ou plutôt ayant des dogmes nettement moins élaborés, mais qui paraissent être le fruit de millénaires de civilisation. Avec des dogmes antagonistes, parce que il faut des dogmes pour faire société. Par contre, les dogmes, disons, de ce qu'on appelle la cancel culture, c'est-à-dire la culture de l'effacement, ça veut dire ce que ça veut dire, ce sont des dogmes de dissociété. C'est-à-dire ce sont des gens pour qui l'ordre social est un problème et qu'il doit être digéré par une sorte, disons, d'obligation morale avec un arrière-fond judiciaire très lourd, de considérer comme ce qu'ils pensent être des gens qui ne se sont jamais acceptés tels qu'ils sont, mais qui ont les moyens de vous faire rendre gorge judiciairement si vous osez leur dire que leur mode de vie marginal n'a pas à être menacé, mais il ne peut pas sortir de la marginalité. Sinon, il n'y a plus de société. Et c'est ce que l'Amérique va vivre, c'est ce qu'elle a commencé à vivre dans les campus, universitaires démocrates. Des choses délirantes ont eu lieu. Délirantes, c'est-à-dire des élèves qui, au nom de la sensiblerie politique, demandent que certaines œuvres ne leur soient pas posées en examen, ne leur soient pas apprises, pour ne pas que ces pauvres petits choux passent 3 quarts d'heure chez le psy à dire que oh mon Dieu, qu'est-ce que Hemingway devait être un blanc hétérosexuel raciste. Bon, oui. Et pire que ça, ce sont ces gens-là. Pardon. Non, Francis confirmait effectivement que Hemingway, tout en étant de gauche, à l'époque le croyait-il en tout cas, était aussi un blanc hétérosexuel raciste. Ah, si vous voulez. Comme quoi, je donnais l'exemple au hasard. Le blanc hétérosexuel, je le savais, mais le reste. Mais prenez l'exemple parfait, c'est ce qui s'est passé pendant Black Lives Matter, c'est-à-dire que cette bourgeoisie démocrate de centre-ville a, comme les nôtres d'ailleurs, et ça par une explication marxiste bien connue, une adoration pour le lumpen prolétariat, autrement dit pour la racaille, qu'elle l'utilise contre le peuple. Et c'est ce qui s'est passé pendant Black Lives Matter. C'est ce qui s'est passé pendant des émeutes raciales à répétition, où la question des minorités n'a jamais été qu'un instrument dans les mains du pouvoir démocrate et de ses alliés
mondialistes ou sorosites, vous les appellerez comme vous voulez. Et là, je le dis parce que l'Open Society reconnaît sa responsabilité là-dedans, parce que ça lui sied. Donc, c'est pas une accusation gratuite. Or, ce qui est en train d'arriver, et c'est pour ça que Donald Trump voulait être l'homme de l'America First, c'est-à-dire de l'Amérique d'abord, mais aussi l'Amérique unie, et peut-être sera-t-il ou est-il le dernier homme d'État qui aura voulu faire de l'Amérique une totalité, là où les démocrates, mais ça viendra au Parti républicain également par un phénomène de mimétisme, eux sont pour incarner une part de l'Amérique face à une autre. Ce qui, dans un pays où il y a plus d'armes que d'habitants, est un jeu dangereux. D'autant que on sait que les démocrates n'hésitent pas à les sortir et que des militants trumpistes, au moins un, ont été assassinés il y a quelques mois. Le sous-titre du livre de Paul Gottfried, publié aux éditions Jean-Cyril Godefroy, L'Amérique de Trump, est entre nation et empire. Quelle différence Paul Gottfried établit-il entre nation et empire, et pourquoi est-ce que l'Amérique de Trump serait entre une nation, comme vous venez de dire, et un empire? Alors, on reprend la définition, une définition globalement admise du fait impérial, c'est-à-dire d'englober des populations différentes sous un pouvoir sacral unique et à vocation globalisante. Par exemple, un empire n'a pas de frontières, par nature. Il a une ligne de front, il a un limes, qu'il doit étendre. Il y a eu des empires fermés, mais c'est des exemples tout à fait marginaux, en tout cas, comme l'Empire austro-hongrois ou d'autres, mais la définition cardinale de l'Empire, c'est ça. Et ça a été la définition héritée de Rome, et d'ailleurs avec une obsession romaine. Il suffit de faire un tour dans une bibliothèque américaine pour voir l'obsession de la chute de l'Empire romain. C'est quand même quelque chose de fabuleux chez eux. C'est la définition que l'Empire américain peut se donner sans aucun mal, et seul depuis Franklin Delano Roosevelt, c'est-à-dire pas depuis que l'Amérique pense son rôle mondial de domination, mais depuis qu'elle en a les moyens, parce qu'elle le pense depuis la destinée manifeste, donc elle le pense depuis 2 siècles avant, 2 siècles avant minimum. Mais depuis Franklin Delano Roosevelt, seuls 2 hommes, enfin on peut mettre 3 d'ailleurs avec Dwight Eisenhower, ont émis des doutes à la place de président dans ce projet impérial: Dwight Eisenhower, Richard Nixon, Donald Trump. Point. Tout le reste a été une marche impériale en avant par l'impérialisme du libre-échange, par l'impérialisme du dollar, par l'impérialisme d'une espèce de politique de gros bâton, de la fameuse politique de Theodore Roosevelt, mais à l'échelle du monde, qui a vidé le territoire américain de ses forces vives, vidé de ses usines et envoyé ses fils mourir aux 4 coins du monde, dans des pays où la plupart des Américains ne pourraient pas mettre sur une carte, et ce pour rien. Eh bien, Donald Trump est ce qu'il est. Mais c'est un homme qui s'est questionné sur la viabilité de ce projet, et qui en tout cas, lui, a refusé d'y participer, premièrement en tentant de réindustrialiser avec un beau succès, et deuxièmement en refusant la guerre à outrance. Il n'a pas commencé de conflit sous son mandat, et il en a même soldé. Alors, donc il l'a fait en étant nationaliste, et ça nous emmène directement, en étant nationaliste. On ne sait pas si Trump croit en la nation américaine comme un nationaliste français croit en la nation française. On ne sait pas vraiment quelle est la pensée politique de Donald Trump, mais en tout cas, voilà. Il en a une, disons, sédimentée, ce qui est déjà pas certain. Voilà, s'il est capable d'être un peu solide et un peu arrimé dans ses convictions. En tout cas, il a décidé effectivement là aussi que ça ne servait à rien d'avoir
demain c'est le 11 novembre, on peut citer Charles Maurras qui parlait des 1 500 000 jeunes Français couchés froids et sanglants sur un sol mal défendu. Trump n'a pas voulu renouveler le traumatisme des guerres perdues par les États-Unis. Il n'a pas voulu aussi que les États-Unis imposent un ordre, une Pax Americana au reste du monde. Et ça nous emmène directement à un livre de Yoram Hazony, qui est le deuxième livre que vous faites publier ces jours-ci aux éditions Jean-Cyril Godefroy, sur les vertus du nationalisme. Là aussi, c'est un livre traduit, c'est un livre, je crois, qui est paru en 2018 d'abord, en langue anglaise. Et donc, Yoram Hazony est lui aussi un vieux monsieur, je crois. Non, c'est un homme d'une grosse quarantaine d'années à peine. Ah oui, non, mais attends, c'est un genou, c'est un bambin, voilà, donc il est jeune quand même, Ménard, qui est rédacteur en chef de Politique Magazine. Tout à fait. Il est plus jeune que Philippe Ménard, c'est absolument stupéfiant. Donc ce type est à la fois brillant et irritant, donc puisque donc vous êtes en train d'écouter sur Radio Courtoisie le libre journal de la réaction animé par Philippe Ménard, où je reçois Pierre-Yves Rougeron qui nous présente 2 livres qu'il a fait publier aux éditions Jean-Cyril Godefroy dans la collection des perspectives libres. C'est Yoram Hazony, donc jeune universitaire israélien, parle des vertus du nationalisme. Alors, les lecteurs, les auditeurs de Radio Courtoisie comprendront tout de suite que c'est un livre malsain puisqu'il est préfacé par Gilles William Goldnadel et donc qui n'est pas réputé pour être vraiment à gauche. Et ce qui est intéressant, c'est que évidemment, Yoram Hazony nous parle du nationalisme et il nous en parle en tant qu'Israélien avec ce point de vue bien spécifique d'un pays qui, en quelque sorte, a été réinventé au 19e et s'est établi au 20e en se dotant, en fait, de tous les attributs d'une nation, c'est-à-dire il s'est doté d'un territoire, il s'est doté d'une loi, il s'est doté d'une langue, et en fait, donc on a inventé la nation israélienne qui avait été plus ou moins rayée de la carte depuis presque 19 siècles. Et là, Yoram Hazony nous donne en fait un traité de philosophie politique où justement il examine les 3 formes possibles d'organisation du pouvoir, la tribu, la nation et l'empire. Et évidemment, il voit dans le nationalisme et dans la nation, dans l'État-nation, le point le plus achevé en fait de ce que la civilisation peut produire comme forme de gouvernement et surtout le meilleur équilibre qui soit entre les intérêts de communautés homogènes et opposés aux intérêts des autres communautés. Donc, contrairement au mondialisme, contrairement à l'universalisme, et Yoram Hazony a des phrases assez dures contre l'universalisme catholique, mais aussi évidemment contre l'Union européenne. Donc, la nation serait un moment historique vertueux auquel on devrait retourner pour ceux qui l'ont abandonné comme les Européens et auquel on devrait se fixer pour ceux qui sont en train d'établir des nations dans le monde. Et là aussi, comment est-ce que vous êtes arrivé à trouver et à considérer la pensée de Yoram Hazony, Pierre-Yves Rougeron? C'est très simple. Cet ouvrage, qui est paru en langue anglaise, qui a été traduit dans la plupart des grandes langues très rapidement, a fait la couverture d'un magazine assez influent qui est Foreign Affairs, qui est quand même un des grands métronomes intellectuels des relations internationales au monde. Et, mis à part le français, la plupart des langues majeures des relations internationales ont traduit cet ouvrage. Et je me suis dit, la France ne peut pas être une Albanie mentale et ne pas avoir des auteurs qui, eux, sont discutés à l'étranger, et ne peut pas s'interdire de les voir. Et donc, j'ai fait traduire cet ouvrage, j'ai connu le professeur Hazony, et nous l'avons fait publier, préfacé d'ailleurs très amicalement par Gilles William Goldnadel. Et cet ouvrage, alors je tiens à le dire tout de suite, cet ouvrage n'est pas à prendre pour argent comptant. C'est un ouvrage qui est à discuter. Il y a des choses avec lesquelles on peut ne pas être d'accord, surtout sur certaines considérations historiques. Ensuite, je tiens également à faire une autre précision.
Ce n'est pas un ouvrage sur le nationalisme israélien, c'est un ouvrage sur le nationalisme en général. Il y a, je crois, vraiment sur le nationalisme israélien en lui-même, sur 254 pages, il y a 4 pages. Donc, c'est un ouvrage sur le nationalisme de la part d'un homme qui est un nationaliste, qui a d'ailleurs fait en sorte de réunir les nationalistes autour de lui. C'était au Congrès de Rome, autour de Viktor Orban, de Marion Maréchal Le Pen ou de Salvini. Et c'est un homme qui essaye, disons, d'adapter une vision, il est vrai, disons, anglo-saxonne du protestantisme, du nationalisme, donc une vision protestante du nationalisme principalement, à partir d'auteurs qui ne sont pas les nôtres. Il n'y a pas Barrès, il n'y a pas Maurras, etc. Mais il y en a d'autres, il y a Stuart Mill, Et en réalité, nous arrivons à des conclusions entre cette école-là et la nôtre, nous arrivons à des conclusions qui, sans être totalement les mêmes, qui peuvent entrer dans un dialogue fécond. Et c'est pour ça que je l'ai publié. J'en suis d'ailleurs assez fier, parce que c'est un ouvrage que nos adversaires détesteront, mais qu'ils ne pourront pas hitlériser. Qui ne pourront pas hitlériser. Autrement dit, il n'y a pas de possibilité il n'y a pas de réductio ad Hitlerum. Alors, et c'est intéressant parce que vous nous parlez d'un ouvrage que les adversaires du nationalisme ne pourront pas hitlériser, et Yoram Hazony consacre plusieurs pages à la haine des libéraux. Alors, je crois que dans la traduction, on parle du libéralisme et des libéraux, mais j'ai l'impression que c'est au sens gauchisme anglo-saxon, c'est-à-dire le liberal, et non pas au sens libéral. Alors, pas uniquement, malheureusement. Pas uniquement, parce que, disons... Parce qu'il oppose les libéraux et les marxistes. Enfin, il parle des libéraux et des marxistes. Donc, j'avais l'impression... Voilà. Bon, alors, pas uniquement. Bon, ben voilà, c'est une petite erreur d'interprétation, pardonnez-moi, ou énorme erreur d'interprétation, pardonnez-moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc il parle de la manière dont les idéaux universalistes, et donc ceux qui sont en faveur des idéaux universalistes, les idéaux universalistes ont tendance à favoriser la haine à partir du moment où ils sont confrontés à une opposition déterminée. Exemple, Salvini, Le Pen, etc. Toute opposition déterminée est pour eux la preuve inacceptable que l'idéal dont ils se font les porte-drapeaux n'est peut-être pas aussi universel que ce qu'ils avaient imaginé. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que le nationalisme est réputé être le fourrier de la haine, et d'ailleurs il y a un chapitre entier qui est consacré dans le livre de Yoram Hazony à est-ce que le nationalisme peut-il être assimilé à la haine, et évidemment il fait litière de cette opinion stupide, mais on voit bien que à défaut de raisonner, en tout cas il y a un certain nombre de propositions de la langue de bois universaliste et internationaliste qui consistent à réfuter par principe tout nationalisme, et à longueur de tweet, l'Union européenne et les hommes politiques français sont là pour nous rappeler que le nationalisme c'est le mal et c'est la mort. Là, ce qui est intéressant donc chez cet auteur israélien qui a à côté de ça évidemment une culture anglo-saxonne, c'est que lui considère que non, pas du tout, et que c'est plutôt d'ailleurs l'impérialisme universaliste qui est véritablement haineux. Totalement. Il a et c'est d'ailleurs un des points les plus lumineux de son ouvrage, il relie particulièrement ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne. Il voit bien quelque chose que une partie de l'historiographie est en train de démontrer, qu'en fait, le pan-germanisme, l'impérialisme allemand voulait en finir avec l'aventure des nations libres. Et entre autres l'aventure de la nation française, parce qu'il y a un lien que Hazony, qui n'est pas le premier à l'écrire, mais qui je trouve l'a écrit de manière particulièrement lumineuse, il y a un lien entre liberté et nationalisme. Et ce n'est pas pour rien que les peuples qui ont, disons, pensé l'un ont pensé l'autre. Ce n'est absolument pas pour rien.
Et en réalité, cette histoire-là a été, disons, réécrite par toute une école que Azoni attaque frontalement, qui est l'école de l'antinationalisme ou de l'imaginaire national, des gens comme Benedict Anderson ou d'autres, pour qui les nations sont des faits imaginaires pour lesquels on a tué des tas de gens, alors que premièrement, ça évite une interprétation, disons, subtile des conflits par une grille d'affrontements d'impérialismes rivaux, et deuxièmement, c'est que ce qu'on oublie, c'est que les hommes qui se sont battus contre les grandes nuits totalitaires étaient, pour la quasi-totalité, des nationalistes qui se battaient pour leur liberté nationale. Et Francis Van Citon, je vous sens silencieux alors que vous avez lu les ouvrages. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans l'ouvrage de Yoram Azoni ? Enfin, au-delà des démonstrations dont Pierre-Yves souligne le brillant, moi ce que je trouve assez passionnant chez lui, c'est la manière dont il montre que tous les penseurs antinationalistes, et qui ne se définissent pas pour autant comme étant des impérialistes, fondamentalement le sont. Et ça fait partie de ces passages très amusants, notamment lorsqu'il attaque frontalement Kant. Alors ça paraît toujours un peu étonnant sur un bouquin qui fait l'éloge, les vertus nationalistes, de parler de Kant. On a une impression que ça fait un peu daté, mais il montre assez bien comment la Commission européenne se veut être l'incarnation sur Terre d'une politique kantienne, et dont il montre que sous un côté de vouloir faire disparaître les États, on finit au contraire par créer des sortes de superpuissances qui ne sont tout à fait incapables d'assurer les libertés à la fois individuelles et collectives. Ça fait partie d'ailleurs d'un autre des grands atouts du bouquin, c'est de vraiment montrer que le nationalisme, c'est pas du tout le règne du casque à pointe où tout le monde marche comme dans une caserne, mais bien justement cet art de lier les libertés individuelles et collectives. D'ailleurs, j'en profite pour faire un étonnement, parce que le livre Les vertus du nationalisme n'est pas sans rappeler le bouquin de l'anglo-saxon McIntyre sur le patriotisme est une vertu, patriotisme is a virtue, point d'interrogation. Et c'est assez étonnant parce qu'il n'est pas du tout cité, alors que McIntyre avait justement relancé le débat non pas sur l'étiquette nationalisme, mais du patriotisme, en remettant en avant la question des ancrages on va dire nationalistes, assez rapidement, dans les constructions des sociétés, contre justement Rawls et ses théories de la justice, où justement, grâce au voile d'ignorance, on arrive à désencombrer les individus de ces attachements-là. Alors, j'abonderai dans votre sens, parce qu'il y a... C'est ce que vous voyez par Pierre-Yves Rougeron. Pardon ? C'est ce que vous voyez par Pierre-Yves Rougeron. Il y a toute une école dont j'espère pouvoir faire traduire plusieurs auteurs, dont peut-être d'ailleurs cet ouvrage, je crois qu'il n'a pas été traduit sur le patriotisme. Par ma connaissance. Donc il y a toute une école anglo-saxonne avec laquelle nous pouvons, disons, entrer du moins en dialogue, parce que en réalité, ce qui est en train... Qu'est-ce que le mondialisme ? Le mondialisme, c'est, je pense, comme en tant qu'historien, un des idées, parce que je suis universitairement à la base, je pense que c'est une dynamique évolutionniste de groupe. Je m'explique. C'est un corpus d'idées qui a permis à une classe, ce que Samuel Huntington appelait la superclasse mondiale, de prendre, ou les hommes de Davos, c'est également un terme huntingtonien, de prendre le pouvoir sur leur nation d'abord et à l'échelle transnationale. Et malheureusement, évidemment, ce système de pouvoir qui ignore toutes les notions de légitimité est intrinsèquement dysfonctionnel, tout à fait normal, et est en train de mener à des extrémités environnementales, énergétiques, diplomatiques, tout ce que vous voulez, qui ne peuvent que mal finir et qui ont déjà donné des fruits largement empoisonnés. Et ce questionnement sur justement revenir à un monde humain et commun qui est celui du nationalisme embrase pas uniquement tout l'Occident, embrase également les pays en développement. C'est-à-dire que les questions qui nous
taraude en fait le monde entier. Alors, Pierre-Yves Rougiron, donc vous avez édité aux éditions Jean-Cyril Godefroy 2 livres. On a parlé du premier, donc l'Amérique de Trump de Paul Gottfried. Nous sommes en train de parler du second, Yoram Hazony, les vertus du nationalisme. Au bout du compte, quelle est, selon Yoram Hazony, la véritable vertu du nationalisme? On a dit c'est un terme qui est décrié, mais enfin, lui, il voit une vertu. Laquelle? Pouvoir porter la liberté. Parce que l'idéal de la grande idéocratie impériale qu'est le mondialisme vivra comme toute entité impériale contre la liberté, en son sein ou à ses marges, peu importe. Or, le nationalisme porte la liberté. Et là, je vais citer un ami de Radio Courtoisie et quelqu'un que j'aime beaucoup, Bernard Lugan, sur justement ces faits de liberté, ces faits de souveraineté. C'est très simple, une terre, un peuple et tout le reste, c'est de la littérature. Eh bien, c'est en partant de cette réalité, qui est la réalité transhistorique que sont les peuples, qu'on pourra faire une société internationale apaisée. Et on ne pourra le faire. Dites-moi. Oui. Non, je vous en prie. Excusez-moi, je croyais que vous aviez fini. Donc on ne pourra la faire qu'à partir de cette prise de conscience nationaliste un peu partout. C'est une sorte de Westphalie planétaire, si vous voulez. Mais qui est d'ailleurs pas très loin du projet gaulien aussi, par extension. Mais il y a quelque chose à creuser justement dans une vision d'un monde pacifié à partir de ça. C'est-à-dire non plus à partir d'une idéocratie violente qui plie les hommes à leur volonté et qui d'ailleurs les traite non comme des adversaires politiques dignes de ce nom, mais comme des délinquants. Je vous rappelle le terme de rogue states. Et un délinquant, ça se punit. Et non plus de briser les hommes à l'aune de l'idée, mais de partir des hommes pour avoir justement ce concert des nations. Voilà. Alors, vous avez cité Bernard Lugan, Une terre, un peuple. Même si Yoram Hazony n'a pas écrit un livre sur le nationalisme israélien, en même temps, on sent que c'est son expérience de nationaliste israélien, évidemment, a nourri sa pensée politique. Et est-ce que on n'est pas en train de réinventer le principe des nationalités? On n'en est pas très loin, si vous voulez. La plupart des grandes choses qui ont été dites à l'humanité sont des choses simples. Ce que nous vivons, nous, c'est une époque de fumigène idéologique qui a débuté grosso modo à l'effondrement de l'Union soviétique, où on a vu la mondialisation dans sa réalité. Eh bien, nous revenons à la concrétude, et la concrétude, c'est le principe des nationalités. Parce que là, les fumigènes sont légèrement en train de se dissiper, vu les catastrophes qu'ils ont contribué à cacher. Et en même temps, comme dirait quelqu'un que nous aimons bien, nous sommes au XXIe siècle. Comment est-ce qu'on peut véritablement définir une nationalité? On a bien vu ce que le principe des nationalités avait réussi à déclencher au XIXe. On est toujours en train de se disputer pour savoir si la France est véritablement constituée d'un seul peuple. Le roi de France parlait de ces peuples au pluriel. Est-ce que une terre, un peuple n'est pas aussi une manière de fragmenter un peu plus les États-nations tels qu'ils sont aujourd'hui constitués? Alors, attention. Quand on dit justement ce principe des nationalités, il est beaucoup plus complexe qu'une simple querelle linguistique ou ethnoculturelle. C'est à la fois une volonté de vivre, c'est également une cohérence. Et c'est là où, contrairement à tout ce qu'on a cru, à l'acmé de l'ère mondialiste, c'est-à-dire dans les années 90, ce qui fait la puissance, c'est la cohérence. C'est-à-dire que des États-nations, même d'une taille relativement modeste, je pense à la Corée du Sud ou autre, c'est leur principe de cohérence qui leur a permis de se développer et de s'imposer. Et je pense que, justement,
le principe de nationalité, suffit de voir la dévitalisation des peuples qui en ont été privés. Regardez les Européens, c'est catastrophique. On n'est plus dans la décadence, on est dans la dégénérescence. Là, faut actualiser. Et c'est ce principe, disons, de vie et de liberté qui évitera justement, si vous voulez, les scissions et les explosions que le délire qui se fait appeler progressiste par antiphrase est en train de faire naître dans les têtes. Je vais vous donner un exemple avec l'exemple américain. C'est par la cohérence nationale et par la liberté nationale que Donald Trump voulait sauver son pays de l'effondrement interne. C'est en mettant les uns contre les autres, les Américains, au nom de ce que Freud appellerait un racisme de la petite différence, c'est-à-dire cheveux bleus, LGBT plus champion de Scrabble, tout ce que vous voulez, qu'on dynamite une société, c'est-à-dire en faisant croire à des gens que leur spécificité individuelle doit se retourner contre l'être collectif, alors que leur liberté individuelle est une déclinaison de la liberté collective. C'est ça qui fera la fragmentation, et pas le nationalisme. Je me permets d'ailleurs de rebondir sur deux points. Premièrement, et ça fait partie des éléments qui sont assez passionnants chez Azoni, c'est que s'il remet en avant le principe des nationalités, il met quand même comme élément constitutif des nations la capacité de tolérance, ce qui est assez contre-intuitif, tout à fait, vu qu'on a plutôt tendance à imaginer la nation comme étant un grand unificateur. Et bien au contraire, Azoni, et c'est ce qui donne des passages un peu étranges, explique que finalement le bon nationalisme, c'est un nationalisme de protestants anglais ou hollandais ou américains qui sont très tolérants à l'égard de minorités religieuses. Alors, heureusement que Pierre-Yves Rougeron nous avait dit tout à l'heure qu'on pouvait ne pas être d'accord avec Azoni, parce que évidemment la grande tolérance des anglo-saxons vis-à-vis des minorités ethniques ou religieuses, on a vu ce que ça a donné avec le Royaume-Uni et l'Irlande, ou avec l'Angleterre et ou avec les États-Unis et le catholicisme. Mais et nous ne parlerons pas de Salem. J'ai pas compris, Francis. Et nous ne parlerons pas de Salem. Oui, nous ne parlerons pas de Salem, et d'une manière générale de la manière dont les anglo-saxons se comportent comme des porcs dans tous les pays qu'ils conquièrent, et comme des maîtres terribles vis-à-vis de tous ceux qui ne sont pas blancs et anglo-saxons et protestants. Mais ce qui est intéressant en revanche, c'est que ça renvoie directement au royaume français, où effectivement, là, pour le coup, il y a une espèce de tempérance française dans le fait de composer une mosaïque de peuples et d'accepter des droits différents, des missels différents, des langues différentes, tout en promouvant évidemment de plus en plus une certaine unification, mais sans arriver au ravage du jacobinisme tel qu'il a été pratiqué en France à partir du XVIIIe. Si je peux rebondir là-dessus. Oui. Il y a une vision, c'est très drôle d'ailleurs, parce que j'aurais cru qu'à ce moment-là, particulièrement en esprit aussi aiguisé que le cher Francis, aurait vu une référence que Azoni ne peut pas connaître, vu qu'il est basé sur, avant tout, une vision intellectuelle et universitaire anglo-saxonne, mais tu peux y reconnaître, sans d'ailleurs le vocable de tolérance qui est assez extrêmement rare chez lui, mais tu peux reconnaître le Barès des diverses familles spirituelles de la France, d'un certain côté. C'est-à-dire le Barès tardif. Battez-vous. À bien des égards. Mais de toute façon, ça me permet de reboucler avec le second point que je voulais mettre en avant. On disait à plusieurs reprises qu'il parle en tant que nationaliste d'Israël. Et ce qui est passionnant, et c'est ce qui est très respectable, c'est qu'il a défendu son pays l'arme au poing, ce qui devrait déjà lui donner largement plus de crédit que la majorité des gens qui se déclarent nationalistes sur les internets. Et que ce qui est passionnant, c'est qu'il pense à la fois le fusil au poing, le cadre national, et en même temps, dans le cadre d'un équilibre des nations, qui inclut justement la question des voisins les plus immédiats de sa nation, et notamment de la tolérance à l'égard des populations musulmanes en Israël. C'est vrai que quand on lit Yoram Azoni, il
il fait litière là aussi de la conception kantienne de l'histoire et du gouvernement, où il réexpose Kant en nous disant, voilà, pour Kant, au début il y a les tribus, après il y a les nations, et évidemment les nations sont un bien par rapport aux tribus, parce que la manière dont les tribus sont chacune égoïstes et forcément violentes et vindicatives contribue à nourrir un état de guerre perpétuel, alors que la nation fond toutes les tribus en une seule nation, et donc l'État-nation est un bien par rapport aux tribus, mais les États-nations eux-mêmes passent leur temps à se battre, et donc évidemment il faut tout fondre dans un empire universel, et cet empire universel permettra l'extinction des guerres. Alors, je ne sais pas si on a parlé sur cette antenne de César et Babylone, un excellent livre publié aux éditions de l'Homme Nouveau sur en fait la manière dont le gouvernement mondialiste, effectivement, dans un monde post-westphalien, essaye d'établir une règle universelle qui est censée empêcher toutes les guerres. Évidemment, chacun a pu considérer facilement que les tentatives impérialistes aboutissaient généralement à susciter plus de guerres et de souffrances que les États-nations. Et Yoram Azoni, lui, démontre d'une certaine manière qu'il n'y a pas du tout un mouvement historique qui passerait de la tribu à la nation et de la nation à l'empire, comme si c'était un mouvement d'une part irréversible et surtout un mouvement selon Kant moralement souhaitable. Il considère au contraire que l'État-nation est la forme la plus parfaite parce que c'est la plus souple, la plus intelligente, celle qui permet de faire se coexister des différences qui paraissent par ailleurs irréconciliables, comme un État juif et des États musulmans, un État français et un État allemand. Et est-ce que c'est ça qui vous a intéressé, Pierre-Yves Rougeron, dans ce livre, c'est-à-dire pas juste un traité de philosophie nationaliste, mais aussi cette espèce d'application pratique, de règles pratiques qu'il en tire, en montrant là aussi, donc à la fois en philosophe mais aussi en historien, que au bout du compte, c'est quand même le nationalisme qui a le plus souvent évité les guerres, et c'est l'impérialisme qui le plus souvent, y compris hitlérien, y compris communiste, y compris européen, qui le plus souvent a déclenché les guerres qu'il prétendait éviter. Alors, en effet, c'est l'un des points qui nous a guidés. Là, pour le coup, parce que Azoni, je le pense, illustre bien un tournant intellectuel et historiographique. Alors, en tout cas, en histoire, il y a toute une école qui est en train de se former là-dessus, mais également en philosophie politique, qui est en train de faire litière, disons, de toute cette pensée d'idéalisme en relations internationales, de cette pensée, disons, qui est particulièrement saillante en Europe dans la pensée dominante qui est celle d'Habermas, c'est-à-dire de l'État post-national, le post-État, le post-tout d'ailleurs, les post-nations, les post-humains, les ce que vous voulez, et que toute cette montagne de papier qui était liée à un moment historique très court, d'à peu près 7 ou 8 ans, où ce que Henry Kissinger appelle l'ordre international libéral, mais qu'on peut appeler le mondialisme, c'est le même prix, a tenu le monde dans sa main, grosso modo, des années de 1992 à 1997, donc les réformes d'Evgeny Primakov en Russie qui annoncent Poutine. Et cette classe occidentale, ivre d'elle-même, a pondu la doctrine intellectuelle qui allait avec sa domination, si vous voulez, c'est la sécrétion intellectuelle et morale que tout empire, avec laquelle tout empire badigeonne son occupation, c'est les ménestrels de la Pax Romana, etc., etc., jusqu'aux aboyeurs de l'Europe nouvelle chez certains écrivains français ou autres. Toute tentation impériale sécrète ce genre, cette classe-là, et Azoni montre très bien, en réalité, que tout ça est un échec. Il est temps de retourner au réalisme. Le réel a eu lieu. Il n'a pas été noyé sous un flot de paroles. Ce n'est pas parce qu'on communique sur une réalité qu'on peut arriver à l'effacer.
D'ailleurs, j'aurais peut-être dû envoyer un exemplaire à l'Élysée, peut-être que par hasard l'autre aurait pu le lire, ça pourrait servir. Mais c'est toujours possible. Nous sommes prêts à signer une carte d'envoi commune. Oui, Francis, non, mais on en parlera après l'émission. Et mais voilà ce qui nous a guidés, c'est-à-dire d'avoir un homme qui a eu le courage. Enfin, vous imaginez quand même d'arriver à écrire un ouvrage qui s'appelle Les Vertus du nationalisme et d'arriver à plier toute une partie de la presse internationale là-dessus, alors que rien que le titre a dû donner à des journalistes progressistes plus qu'un haut le cœur. Ça a été vraiment de prendre avec les yeux de notre temps cette question, de se rendre compte que nos grands anciens n'étaient pas très loin de ça, et qu'en réalité, à un certain niveau de réflexion, on arrive à des conclusions tout à fait semblables. Et donc, nous pouvons l'intégrer dans la formation des militants nationalistes de demain. Voilà. C'est ce que je voulais faire, et c'est pour ça que je l'ai fait traduire. Donc, je rappelle donc les deux ouvrages publiés aux éditions Jean-Cyril Godefroy dont nous avons parlé, donc de Paul Gottfried, L'Amérique de Trump, et de Yoram Hazony, Les Vertus du nationalisme. Nous avons deux questions d'auditeurs qui sont des réflexions amusantes. D'une part, un auditeur nous dit que Trump en anglais signifie atout aux cartes et que Biden serait la déformation du français bouton ou encore l'habitant du bas, Biden. Autrement dit, voilà, dans un cas, Trump serait un atout pour les États-Unis. Dans l'autre cas, on serait en train soit de se déboutonner, soit de descendre. Et l'autre auditeur nous dit, non seulement que nous sommes tous les trois géniaux et formidables, merci mille fois, mais aussi que pensez-vous, Monsieur Van Citon, un seul instant, que nos chers Looney Tunes aient pu voter pour un vieillard Kakoshim? Non, ils votent tous pour Trump avec les deux mains, ils sont trop américains. Visiblement, vous avez Francis employé tout au début de la conversation vous avez dû citer Tex Avery. Alors non, c'est pas Tex Avery. Je tiens à absolument parler de Pépé le Putois. Voilà. Donc Pierre-Yves Rouget. Ah non, c'est pas lui, c'est moi. Je fais de l'appropriation culturelle. C'est Pierre qui en a parlé. Très cher. C'est moi qui en ai parlé pour une raison, c'est que le groupe CNN est une filiale de Time Warner et que le produit d'exportation de Time Warner le plus connu, c'est Bugs Bunny. Et donc, j'ai juste remarqué que, pour l'instant, la nomination de Joe Biden comme président des États-Unis n'a pas plus de valeur juridique que si elle avait été annoncée par Bugs Bunny. Voilà. Mais de toute façon, la référence à Pépé le Putois est particulièrement malvenue, parce que Pépé le Putois est français, et donc il n'a probablement pas le droit de vote en Amérique. Oui, non, c'est pas faux, j'y ai pensé à posteriori, tu as raison. Est-ce que lorsqu'on parle de ces emblèmes américains, et tout à l'heure Francis nous disait ce qu'il fallait penser d'Hemingway au regard des canons actuels, et est-ce que on a justement prenons Tex Avery, prenons ces dessins animés un peu hystériques que la Warner produisait pendant que Disney produisait des choses plus sages et sans doute plus poétiques. Est-ce que aujourd'hui on continue à communier aux États-Unis dans cette espèce de pudding américain où on a à la fois Abbott et Costello, une série américaine télévisée comique que les Français ignorent mais qui fait leur délice, les films de Frank Capra, Tex Avery, Shakespeare et la Bible, ou est-ce que là aussi on commence à avoir une évacuation de ce vieux fond de culture populaire, somme toute assez neuve? Premièrement, il y a toute une guerre qui se fait contre cette culture populaire. Je vais vous donner un exemple qui date d'il y a 3 ou 4 mois, c'est-à-dire que on a accusé la représentation de Sam le Pirate d'être une menace pour les animaux, et donc on l'a désarmé. C'est-à-dire qu'il n'utilise plus de fusil, il utilise une pioche.
Donc, si vous voulez, bon, tout ceci a été passé au crible du politiquement correct, qui n'est jamais que la commission aux idées propres que la classe bourgeoise américaine prend sur le bon peuple, en fascisant sa culture. Or, le combat contre la culture populaire américaine est d'un côté beaucoup plus avancé que ce que nos gauchistes à nous commencent à nous faire, et ça fait 40 ans que l'américain moyen la prend en pleine figure, et d'un côté, Trump, c'est la réponse du berger à la bergère. C'était ça, d'un certain côté, le vote Trump. C'est parce que les Américains veulent se réapproprier leur propre culture et leur propre pays, et c'est là où je me permettrai juste de faire une digression de 2 secondes. À titre personnel, l'Amérique est parfois, pour mon pays, un rival ou un adversaire et doit être traité comme tel. Mais n'oublions jamais 2 réalités. Premièrement, ce n'est pas la culture américaine qui nous occupe. C'est la sous-culture globaliste dont une partie est prise aux États-Unis. Je vais vous donner un exemple. Dans un pays qui théoriquement est dominé par la culture anglo-saxonne, vous n'avez pas les grands auteurs britanniques ou les grands auteurs américains, la plupart ne sont jamais traduits. Et ça, je le sais, vu que moi j'essaye d'en faire traduire. Donc je peux vous dire que nous n'avons que les sous-produits de la sous-culture globish. Et deuxième point, la culture américaine et même la langue anglaise sont tout aussi menacées par le globish que nous. Il ne faut jamais l'oublier. Voilà. Oui, voilà de fortes paroles. Si vous deviez convaincre les auditeurs de Radio Courtoisie qui nous prennent au dernier moment en cours de route de la pertinence d'acheter l'Amérique de Trump, quel serait l'argument que vous emploieriez ce soir? Ah bah, ce n'est pas un livre qui va vous expliquer ce qui s'est passé. C'est un livre qui va vous aider à comprendre ce qui va se passer. Parce que Trump tombe ou pas, le Trumpisme restera. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que le nationalisme américain ne tombera pas avec Trump, ne serait-ce que parce que cet homme-là est celui qui a le plus mobilisé sur les idées nationales américaines, qui a le plus mobilisé de toute l'histoire du Parti républicain, et même en vote populaire, qui a mobilisé plus d'Américains que Barack Obama n'en avait fait lors de ses élections. Lors des élections précédentes. Il faut quand même rappeler que grâce à Trump et à ces élections-là, les morts ont pu se mobiliser pour voter contre Trump. Oui, tout à fait. La réussite de Trump de mobiliser les Américains autour de lui et contre lui. Bah, d'ailleurs, il faudrait peut-être voir avec nos amis de même royalistes si on ne peut pas en faire une expression proverbiale, c'est-à-dire au lieu du triste « un tel a cassé sa pipe », on pourrait dire de manière plus poétique « un tel a voté Biden ». Voilà. Un tel va pouvoir voter Biden dorénavant. Et écoutez, il nous reste 5 minutes. Malgré tout, donc le Trumpisme ne mourra pas. Est-ce que tous les médias internationaux, mais grand public, possédés par les capitalistes qui eux-mêmes sont en faveur de ce mondialisme, sont en train d'enterrer Trump et de nous expliquer qu'il va y avoir une espèce de printemps et d'explosion printanière de joie et de prospérité aux États-Unis. Trump, lors de son élection en 2016, avait prononcé un discours assez important qui était une espèce de pré-discours de l'État de l'Union où il avait quand même donné les grandes lignes de sa politique. Est-ce que Biden, pendant ces élections, a à un moment donné prononcé un discours où il nous explique ce qu'il va faire, hormis accorder plus de droits aux LGBT? Mourir très vite et laisser Kamala Harris au pouvoir. Alors, disons que il est vrai que la prise de pouvoir de Joe Biden et son ticket avec Kamala Harris risque de ressembler à un vieux film français qui, je crois, était avec Jean Rochefort, qui était le film Le Viager. Mais bon, je mets ça en parenthèse. En réalité, Joe Biden n'a pas fait énormément de discours de politique générale parce que, pour des raisons qui regardent son comité de campagne, je pense que à un moment, le mot d'ordre, ça a été qu'il l'ouvre au minimum.
Mais ces conseillers ont parlé. Donc, on va être très clair. En politique étrangère, c'est retour de l'option militaire. Donc, il y a une liste de pays qui pourrait attirer l'option militaire prochainement. Alors on parle de Cuba, très étonnamment, parce que il faudrait quand même que les hommes de Biden se mettent à la page. Castro est mort. On parle du Venezuela, on parle d'un retour en Syrie, on parle évidemment de la Russie et de la Chine. Ça c'est quand même des vœux pieux, et du retour de la question nord-coréenne, pourquoi pas. On parle également, ça c'est tout ce qui sort de l'ancien état-major d'Hillary Clinton, et ça c'est peut-être quelque chose de beaucoup plus problématique, d'une possible aventure égyptienne. Ça c'est vraiment ce que je crains le plus. En politique intérieure, Biden évidemment va plutôt donner des droits surtout aux LGBT, parce qu'à mon avis il y aura une tentation des démocrates de punir l'infidélité croissante des Noirs et des Latinos, surtout qu'ils vont les remettre au chaume dû, vu que le retour de Biden c'est le retour du libre-échange. Déjà l'ombre du TAFTA, enfin du traité de libre-échange nord-américain, se profile, et ça veut dire aussi on va retourner aux méthodes que les démocrates savent faire, c'est-à-dire d'envoyer au casse-pipe à Pétaouchnok des braves jeunes Américains de différentes origines, parce que de toute façon, autant qu'ils aillent mourir quelque part, vu qu'ils n'auront plus d'usine chez eux. Donc ça va être vraiment le retour au statu quo ante, ou du moins une tentative de retour. Moi, ce que je crains, et ça, ce n'est vraiment qu'une... Il vous reste 30 secondes. Oui, ce que je crains très rapidement, c'est vraiment juste une supposition que Joe Biden se rende compte que l'outil militaire américain n'est plus capable d'un impérialisme global. Il va retourner dans le libre-échange et appauvrir le pays, et pour pouvoir s'occuper, il va surtout faire de la haine contre la culture américaine profonde, ce que fait la gauche quand elle n'arrive pas à réformer. Voilà. Merci Pierre-Yves Rougeron, merci Francis Vanciton. C'était le Libre Journal de la Réaction. 2 ouvrages publiés aux éditions Jean-Cyril Godefroy, Your Amazonie et Paul